Salut! Ça fait quelques semaines que je vous parle de films en caméra embarquée, et s'il existe énormément de listes sur YouTube ou sur Sens Critique ou ailleurs pouvant vous donner les meilleurs, les classiques du fan footage ou même les petits films de niche, il en existe très peu, voire même pas du tout, de films qui conseillent de très bons documentaires, de quoi vous initier aux classiques du genre. Et comme je vous bassine avec les documentaires et que visiblement j'ai le temps, il est de mon devoir, non, de ma responsabilité, de vous donner quelques noms pour appréhender encore mieux ce genre que, comme vous le savez déjà, j'affectionne autant. Alors rassurez-vous, normalement j'ai mis de tout dans cette liste. Il n'y aura pas que des films d'horreur, parce que oui, je parle beaucoup de films d'horreur, mais je ne regarde pas que ça. Donc rassurez-vous, il y aura de tout, le but étant justement que vous appréhendiez la grande diversité de genres qu'offre le documentaire. Et commençons directement dans le vif du sujet avec un film qui va vous parler si vous me suivez depuis quelques temps. Les documents interdits. Réalisé par Jean-Teddy Philippe pour la 7 en 1988, les documents interdits sont un ensemble de 12 fausses archives et je vais arrêter là ma présentation parce que je vous ai déjà beaucoup parlé de cette incroyable collection de courts-métrages dans ma vidéo consacrée aux fausses archives, vers laquelle évidemment je vous renvoie. Et si c'est un des premiers documentaires que j'avais choisi de présenter sur la chaîne, c'est pour une raison. En fait, c'est parce que c'est un ensemble de courts-métrages. Alors évidemment, le format court, c'est quelque chose qui va être plus attractif quand on ne connaît pas un genre. C'est beaucoup plus agréable de se dire qu'on va commencer par quelque chose d'assez court plutôt que de se taper un gros film bourrin de 3h30. D'autant que les documents interdits regorgent de thèmes hyper cool. Extraterrestres, sorcières, fantômes, démons, serial killers, il y en a pour tous les goûts. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée au versant fausses archives du documentaire, avec du coup ce côté angoissant, sans être gore, tout en restant subtil. Mais comme j'ai déjà dit, on a déjà beaucoup parlé des documents interdits, donc passons au film suivant. Noroi the Curse. Là encore, si vous êtes un assidu de la chaîne, le nom doit vous dire quelque chose puisque la dernière vidéo sur cette chaîne était consacrée à l'incroyable réalisateur de Noroi, qu'est Koji Shiraishi. Donc pareil, je vais pas trop m'étaler sur Noroi parce que c'est peut-être l'un des films que vous choisirez dont je pourrais parler dans ma prochaine vidéo sur Shiraishi. N'empêche que Noroi est une très bonne porte d'entrée dans le documentaire japonais et même dans la J-horror en règle générale. On y retrouve de nombreux points très présents dans les documentaires japonais, que ce soit le côté spirituel très présent dont j'avais déjà beaucoup parlé dans mon ancienne vidéo sur Shiraishi, qui est beaucoup plus prise au sérieux en Orient que chez nous en Occident, ou encore ce côté horrifique qui est aussi extrêmement présent dans les documentaires japonais. Et pour commencer, un genre comme le documentaire qui joue plus d'un aspect lent que d'un aspect rythmé, je trouve ça intéressant de passer par une fiction qui fait un peu la passerelle entre une fiction normale, entre guillemets, et un documentaire, avec du coup un film comme Noroi qui est quand même un peu plus rythmé qu'un documentaire, on va dire, classique. Bon, maintenant qu'on a parlé de films dont on avait plus ou moins déjà évoqué l'existence dans les précédentes vidéos, on va pouvoir parler plus en profondeur des prochains films et je vais vous les présenter par ordre chronologique. Parce que je ne savais pas comment les classer autrement. Tout simplement. Je fais ce que je veux. Punishment Park. Réalisé en 1971 par Peter Watkins, le film est un des premiers longs métrages documentaires que j'avais trouvé quand j'avais commencé mes recherches il y a quelques années. D'autant plus que Peter Watkins, c'est aussi le réalisateur de La Bombe, sorti en 1966, qui n'est pas vraiment un documentaire, mais c'est une sorte de prototype au documentaire. Le film nous situe dans une uchronie où la guerre du Vietnam s'enlise pendant extrêmement longtemps, le gouvernement américain devenant paranoïaque et arrêtant tous ses opposants, féministes, hippies, pacifistes ou même Black Panther, en leur laissant le choix entre deux choses, soit de lourdes peines de prison, soit uniquement 3 jours à Punishment Park. Punishment Park est en fait un désert aux États-Unis où les personnes jugées devront marcher pendant 3 jours et 3 nuits sans eau ni nourriture jusqu'à un drapeau américain, et cela poursuivi par des policiers armés qui n'ont pas l'intention de les laisser s'approcher du drapeau si facilement. Le film alterne entre deux points de vue, celui d'un groupe d'anarchistes jugés en plein procès et celui d'un autre qui a déjà été jugé et qui doit faire la dite marche jusqu'au drapeau américain. Le film de Watkins est incroyable et il vous initiera à un nouveau point de vue dont je n'ai pas encore parlé dans les documentaires, qui est celui de la dénonciation et aussi du regard critique. Ce film étant donc un parfait exemple de dénonciation où on voit cette uchronie où la paranoïa de Nixon le pousse à arrêter tout opposant à son régime
et à les enfermer dans cette horrible punition qui est Punishment Park, qui est quasiment une punition de mise à mort, quoi. Si le film pousse évidemment les choses à l'extrême, c'était pour rendre compte en son temps de l'extrême mauvaise gestion de Nixon de la guerre du Vietnam. D'autant plus que couplé avec une esthétique réaliste, comme le veut le documentaire, le film a beaucoup parlé à son public. Glaçant et vraiment impactant, je vous conseille vivement Punishment Park, qui non seulement est une bonne porte d'entrée au documentaire, mais également une très bonne porte d'entrée au documentaire réalisé par Watkins, qui n'a pas réalisé qu'un seul film documentaire. Mais ça, on en parlera une autre fois. Ghostwatch. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Ghostwatch, notamment grâce à la vidéo du youtubeur Vision qu'il avait fait avec Feldup, qui avait évoqué le film. Réalisé par Leslie Manning en 1992, j'ai mis le film dans cette liste en tant que représentant des fausses émissions en direct. Petite branche du documentaire, les fausses émissions en direct rentrent dans le genre, notamment par le côté véridique que l'on assume souvent venant de la télévision. Ghostwatch utilise donc cette logique, étant diffusée le 31 octobre 1992, pour se faire passer pour une fausse émission spéciale Halloween présentée par Michael Parkinson, réel présentateur de la BBC, et sur une émission du coup qui serait centrée sur une maison qui serait apparemment hantée. D'ailleurs, ce côté véridique qui a provoqué une petite panique morale, mais dont on parlera une prochaine fois. Ghostwatch est donc un bon point d'entrée dans le documentaire puisqu'il sert à retenir son spectateur en haleine. En effet, comme il est conçu pour la télévision, le spectateur ne devait pas changer de chaîne. C'est donc un bon moyen de s'initier au documentaire à travers une nouvelle façon également de voir le genre horrifique et le genre d'épouvante. D'autant que le film est également très intéressant parce que je trouve qu'il rappelle énormément les émissions de paranormal qu'on trouvait beaucoup à la télévision à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qui personnellement me manquent affreusement. 30 histoires surnaturelles. J'adorerais ça. Forgotten Silver. Ah, Peter Jackson. Encore aujourd'hui reconnu pour sa trilogie de fantasy qu'est Le Seigneur des Anneaux, qui est sûrement encore à l'unanimité reconnue comme la meilleure trilogie de fantasy. Mais avant les années 2000, Peter Jackson, il était dans sa période sale gosse. Oh ça! Oh non, ne me frappe plus! Hurle, ça l'excite, allez! Pardon, excusez-moi, j'ai eu des images en tête que je ne voulais absolument plus revoir. Donc en 1995, Peter Jackson réalisera le documentaire Forgotten Silver pour la chaîne néo-zélandaise TV One. Un documentaire qui nous raconte comment le réalisateur Peter Jackson lui-même a retrouvé les bobines d'un homme nommé Colin Mackenzie, né en 1888 et qui était en fait un précurseur dans l'histoire du cinéma, ayant fait beaucoup de choses bien avant tout le monde, en fait avant tout le monde, et ce qui conduira le réalisateur Peter Jackson à lui-même enquêter sur les décors du film qu'il aurait apparemment réalisé. Forgotten Silver est très drôle. Jusque-là, j'ai pas vraiment pu vous parler de documentaire comique, et celui-là, c'est un très bon exemple d'un bon film comique documentaire. Jouant sur la fierté nationale néo-zélandaise, le film nous montre un personnage rocambolesque qui est Colin Mackenzie, qui aurait créé vraiment tout du cinéma avant tous les autres. La supercherie est évidente, mais on a envie d'y croire, d'autant que Peter Jackson nous donne tout ce qu'il a pour nous faire croire à son personnage et à ses fameux tournages, jusqu'à créer des décors vraiment incroyables. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais le film est disponible en VF et en VO sur YouTube, donc je vous mettrai les liens dans la bio. Opération Lune. Comment ne pas parler d'Opération Lune quand on parle des classiques du documentaire ? Opération Lune de William Carell, sorti en 2002, est vraiment un classique du genre, connu par énormément de personnes, y compris celles qui ne connaissent pas le terme de documentaire. Ce film, on part d'abord d'une question très simple: pourquoi la NASA a accepté de prêter son matériel à Stanley Kubrick lorsqu'il a voulu réaliser Barry Lyndon? Et en partant de ce petit point, Carell revient sur la théorie complotiste très connue que Kubrick aurait réalisé l'alunissage en 1969. Tout ça, évidemment, en y apportant de nouvelles preuves. Carell est un documentariste de profession. Les outils du documentaire, il les connaît sur le bout des doigts. Alors du coup, il les utilise pour s'amuser avec son public et même parfois de son public. Le résultat est tel que même avec la présence d'un bêtisier dans le générique du film, beaucoup de gens utilisent encore ce film comme preuve ultime que le complot n'est pas un complot et est en fait complètement vrai.
Et il faut dire qu'on peut les comprendre, parce que la plupart du temps, le film il a été diffusé sur des chaînes comme Arte, chaîne qui est évidemment reconnue pour son aspect très culturel et très véridique. De plus, le film contient énormément d'interviews de réels politiques impliqués dans la politique des États-Unis des années 60 à 70. Le film est une véritable leçon sur le regard critique que le spectateur doit apporter à n'importe quelle œuvre audiovisuelle, ce qui en fait un classique du documentaire. Vampire en toute intimité. Avant d'être connu pour avoir réalisé le meilleur Thor, mais également un Thor beaucoup plus discutable, Taika Waititi a réalisé What We Do in the Shadows, ou en français, Vampire en toute intimité. Un film où le résumé tient sur 2 lignes, une équipe de documentaristes suit une bande de vampires installée en Nouvelle-Zélande. Le film est une comédie qui joue sur nos connaissances du vampire pour les retourner et nous amuser avec. Ici, le documentaire n'est pas vraiment utile dans la narration. En fait, c'est surtout pour rajouter encore plus au comique de situation, notamment avec les séquences d'interview des personnages. Ici, c'est une porte d'entrée au documentaire qui est un peu paradoxal puisque le genre s'efface un peu. Il est un peu utile dans la narration, mais il n'est pas là pour remettre en question toutes les valeurs de regard critique, pour jouer sur vos peurs et vos angoisses, comme on a pu parler dans les films précédents. Et d'ailleurs, ce genre d'utilisation du documentaire, ça vous rappelle peut-être quelque chose, parce que une des plus grandes séries comiques connues, en fait, c'est un documentaire, et c'est tout simplement The Office. Le documentaire est utilisé dans la série The Office, comme dans le film dont on vient de parler, comme un aspect comique, qui est là du coup pour jouer avec la narration, sans vous rappeler tout le temps que le film est un documentaire. Et justement, du coup, je trouve que Vampire en intimité est une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce genre de documentaire qui s'efface un peu volontairement. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en 2019, le film a été adapté en série, la faisant rejoindre des séries du coup comme The Office, Parks and Rec, ou encore la saison 6 de American Horror Story. Marcel le coquillage avec ses chaussures. Je voulais finir sur un film qui ne représente pas vraiment une catégorie de documentaire en particulier, et c'est vraiment le cas du coup de Marcel le coquillage, sorti en 2021 et réalisé par Dean Fletcher Camp. Un film où le réalisateur s'installe dans un Airbnb et il découvre un petit mollusque nommé Marcel, qui vit dans cet Airbnb avec sa grand-mère Connie, et le réalisateur décide alors de filmer. Le film est juste mignon et adorable. J'adore le cinéma d'horreur, ça vous l'avez compris, mais un film drôle et touchant comme ça, ça marche aussi sur moi. Et je pense que le documentaire, n'y est pas pour rien. Le documentaire, ça a à peu près déjà 2 fonctions en termes de narration. Avec son esthétique réaliste, le but est justement d'apporter dans ce réalisme un petit peu de fantaisie ou d'aventure, ce genre de choses. Mais c'est aussi pour but de ramener dans une fiction un peu plus de réalisme et un peu plus d'humanité. Et dans le cas de Marcel le coquillage, pour moi, on a ces 2 choses-là. Marcel est étonnamment on ne peut plus humain, et le film apporte beaucoup de fantaisie et de poésie dans notre monde qui est si brut, car je le rappelle, on vit dans une saucisse. Cette petite liste du coup est terminée. Alors évidemment, il y a plein de genres de documentaires dont j'ai pas parlé, que ce soit les documentaires purement horrifiques, les documentaires sur les groupes de musique. Oui, c'est vraiment un genre à part entière, il faudra vraiment que j'en parle un moment, mais c'est hallucinant. Ou encore les documentaires qui sont en fait documentaires true crime, un petit peu comme les documentaires true crime que vous voyez sur Netflix. Bref, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, mais je pense que déjà cette petite liste sera peut-être ravir votre curiosité, satisfaire cette petite flamme qui va grandir en vous, et j'espère me rejoindre dans l'amour de ce genre qu'est le documentaire. Alors, je tiens évidemment à m'excuser parce que je suis complètement malade, j'ai le nez bouché et je tousse de ouf. D'ailleurs, petite compilation de toutes les prises où j'ai dû m'arrêter parce que je toussais. Voilà, en fait, je sais même pas si je vais la mettre au montage. Mais en tout cas, merci de m'avoir supporté pendant cette vidéo. Merci également d'être là, même si on n'est pas nombreux, moi ça me fait plaisir. Je parle de documentaire, moi je suis content. Et donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner pourquoi pas, et à commenter la vidéo, sur Koji Shiraishi afin de me dire sur quel film de Koji Shiraishi vous voulez que je fasse ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous pas grand chose en fait, parce qu'il n'y a pas de période particulière, mais en tout cas, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, comme vous voulez, et à bientôt.
Bisous.